Bon, qu'est-ce qui s'est passé au cabinet cette semaine? Plein de choses, comme d'habitude. Mais j'ai décidé de sélectionner quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. L'opinion des autres, le regard des autres, le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que quelqu'un va penser de moi? Ce thème, en fait, il revient tellement souvent et je me rends compte qu'en fait, il paraît un peu anodin, ça paraît un peu enfantin comme ça, mais en même temps, ça pourrit drastiquement en fait la vie des gens. Et oui, parce que les gens en fait qui sont contaminés par cette façon de réfléchir, en fait, ils vivent pas leur vie, ils n'arrivent pas à vivre pleinement leur vie, justement parce qu'ils essayent de s'adapter en fonction de « mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser ?» Et quand on n'est pas en train de vivre sa vie, qu'est-ce qu'on a comme chance de s'épanouir ? Elles sont bien maigres en fait. Et donc c'est un thème qui est archi fondamental, même si comme ça on a l'impression ouais c'est un thème comme un autre. Non, en développement personnel, en accompagnement psychologique, franchement il y a des thèmes que je hiérarchise, il y a vraiment des sujets qui sont plus importants que d'autres. Et celui-ci est absolument fondamental parce qu'en fait il empêche vraiment les individus de mûrir, de s'épanouir, de devenir autonomes, et puis de bouffer leur vie à pleines dents en fait, de croquer l'existence, d'être fiers de qui ils sont. Donc en fait, un sujet archi fondamental. Du coup, les personnes que j'ai rencontrées cette semaine, en fait, à la base, elles sont pas venues pour ça. Elles sont pas venues ici en me disant « Ah tiens, j'ai peur du regard des autres et du coup, j'aimerais travailler là-dessus ». C'était vraiment des thématiques qui étaient complètement autre chose. Mais en fait, on s'est rendu compte pendant qu'on travaillait que ce qui empêchait ces gens en fait de développer leur vie, c'était ça. C'était vraiment « Ah, mais qu'est-ce que vont en penser les autres ?» etc. Et du coup, en fait, aussi, les autres, c'est qui ces autres? Je me dis, mais qui sont les autres? C'est hyper important, parce qu'en fait, quand on dit les autres, c'est trop vague, en fait. C'est super important, déjà, de clarifier qui sont ces autres. Alors, dans le cas d'une personne, c'était « Ah, ma famille ». Je dis, qui dans la famille? « Ah, mon père ». Ok, donc ça permet déjà, en fait, de travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus concret que juste les autres. Après, avec une autre personne, les autres, c'était vraiment tout le monde, quoi. C'était vraiment les autres en général. C'est-à-dire que cette personne me disait, même les gens dans la rue qui croisent, par moment, ils se demandent si, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi en fonction de comment je suis habillé, comment je me tiens. Ok. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental. Mais dans tous les cas de figure, en fait, c'est un mode de fonctionnement qui est immature, qui remonte, en fait, à l'enfance. Parce que faut bien comprendre en fait que le regard des autres, c'est quelque chose qui est indissociable en fait au développement de l'être humain. Quand on est tout petit, on se développe grâce aux autres et notamment grâce au regard des autres. Alors ces autres, qui sont-ils quand on est petit? Généralement c'est les parents ou les pourvoyeurs de soins pour les personnes qui n'ont pas de parents. Mais c'est indispensable en fait pour l'être humain de se développer dans le regard de l'autre. On ne peut pas devenir un être humain si on n'est pas en fait dans le regard de l'autre. On ne peut pas. On ne peut pas se développer en tant qu'être humain si on ne sait pas en fait qu'est-ce que c'est que d'être un être humain et comment est-ce qu'on apprend ce qu'est un être humain grâce aux autres, grâce au regard des autres. Peut-être que vous ne comprenez pas exactement ce que je suis en train de dire. Je vais vous donner un exemple. Un chat, par exemple, s'il naît dans un appartement, il n'a pas besoin d'être entouré de chats pour se développer comme un chat. Il peut être tout seul dans un appartement en tant que petit minou et puis et puis devenir un vrai gros matou. Il saura ronronner, il saura faire toutes les postures des chats, même si personne ne lui l'a montré, parce que son développement, il est naturel, il est dans son essence, il est instinctif. L'être humain, il ne se développe pas en fait par l'instinct. Il n'y a pas une essence d'humanité. Un être humain qui naît dans une forêt, il ne deviendra pas un être humain. Déjà, il n'aura pas la parole. Et oui, il faut y penser à ça. C'est qu'on acquiert la parole grâce aux autres. Si on est entouré que de personnes qui ne sont pas des humains, on n'acquiert pas la parole. Sans la parole, on ne développe pas les mots, on ne peut pas construire des phrases. Si on ne peut pas construire de phrases, on ne peut pas penser. Je vous laisse réfléchir à ça. Quand vous pensez avec des mots, avec des phrases. Sans mots, il n'y a pas de pensée. Et en tout cas, pas de pensée complexe. Il peut y avoir simplement des pensées sensorielles, si on peut appeler ça une pensée. Ah tiens, je sens qu'on me pince, mais je ne peux pas en fait élaborer une pensée complexe. Allez-y, essayez de penser maintenant sans mots, sans phrases. Allez-y. Ouais, c'est un peu vide là-haut. Donc l'être humain a besoin de l'autre, ne serait-ce que déjà pour apprendre le langage. Avec le langage, il peut penser, il peut communiquer, et puis grâce au langage, il peut justement renforcer sa structure cognitive, bref, son développement cognitif. Autrement, puissant retard mental. Mais il y a même pire que ça, c'est que sans les autres,
je crève. En tant qu'enfant, en tant que petit, on ne sait pas en fait que nos parents n'ont pas le droit de nous prendre puis de nous déposer au bord de la route en disant « Ah, lui on l'aime pas et puis on va le laisser ». Non, en tant qu'enfant, on n'a aucune idée. On ne sait pas en tant qu'enfant qu'il y a un État et que cet État empêche en fait les familles d'agir comme ça. Imaginons le cas de figure d'une famille qui serait complètement déglinguée dans sa tronche puis qui laisserait, qui abandonnerait un enfant, ce qui malheureusement existe. Eh bien, il y a une prise en charge de l'État. L'enfant ne sait pas que ses parents ne sont pas Dieu tout-puissant et qu'ils ne peuvent pas en fait simplement le déposer comme ça dans la nature. Et donc, on a une peur fondamentale, ancestrale, viscérale, qui est cette peur en fait de ne pas être aimé. Parce que si je ne suis pas aimé, qu'est-ce qui va empêcher mes parents en fait de me déposer ? Et si mes parents me déposent comme ça au hasard dans une forêt, dans un champ, je ne suis pas capable en tant que tout petit de subvenir à mes besoins, de m'alimenter, de me réchauffer, etc. Donc je meurs. Il faut bien comprendre en fait que ce besoin d'être dans le regard de l'autre et d'être apaisé que l'autre m'aime, eh bien à la base de la base, c'est une question de survie. C'est pas juste un truc un peu fun, ah oui, je me sens aimé, ça fait du bien, je sens que les autres m'apprécient. Non, à la base en fait, c'est vraiment une protection, une stratégie en fait pour garantir la survie, pour être apaisé en tant qu'être humain, que pour qu'on prenne soin de moi, il faut qu'on m'aime, et puis si je suis apprécié, on va m'aimer, et donc je vérifie constamment ça dans mes interactions, dans le regard des autres, etc. Donc c'est là que vient en fait cette peur primitive en fait du regard des autres. Maintenant que j'ai replacé en fait cette question du regard de l'autre dans un contexte enfantin, là c'est important que vous puissiez comprendre en fait que quand on est un adulte et qu'on est en train en fait de s'inquiéter du regard des autres, on est dans une dynamique immature. Parce que l'être humain va biologiquement se développer tout seul. Si vous faites rien, vous mangez, vous allez devenir un homme ou une femme mûr, adulte. Par contre, au niveau psychologique, c'est différent. Il y a des phases de maturation qui sont différentes chez les individus. Il y a des étapes de maturité qui sont différentes. Vous avez des gens qui sont des adultes dans leur carcasse physique, mais qui ont des modes de réflexion, des schémas cognitifs qui appartiennent en fait à une autre époque, qui appartiennent à leur enfance. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont devenus des adultes, mais où leur façon de réfléchir, leur façon de se voir, leur façon de se concevoir, en fait, appartient à l'enfance. Un peu comme quelque chose qui a avancé en souterrain et puis qui émerge dans leur façon de réfléchir quand en fait ils sont renvoyés dans des peurs de l'enfance, la peur de ne pas être aimé. Ok, bon, si maintenant en tant qu'enfant je risquais ma vie si on m'aimait pas, c'est ce que je crois, mais finalement vous l'avez compris, même si on m'aime pas et que mes parents m'abandonnent, c'est pas grave en fait, je risque pas ma vie, mais en tant qu'enfant je ne le sais pas. Et donc j'apaise mon anxiété en vérifiant si je suis aimé. En tant qu'adulte, peu importe en fait si mes parents m'aiment pas. Si en tant qu'adulte on ne m'aime pas, si ma famille ne m'aime pas, imaginons même que mes parents ne m'aiment pas. En tant qu'adulte, c'est dommage, mais c'est pas grave en termes de survie. D'ailleurs, la nature même fait que nos parents meurent et que nous enterrons nos parents. C'est quand même un signe fort pour montrer qu'il y a un moment donné où on n'a plus besoin de nos parents, où on est autonome. Et cette autonomie, en fait, c'est pas seulement une autonomie sociale, une autonomie de je paye mes impôts, j'ai un emploi, j'ai un permis de conduire, je peux voter. C'est pas ça l'autonomie. La véritable autonomie, elle est toujours psychologique. Et cette autonomie psychologique, c'est de grandir en direction de qui je veux être. Et pour décider de qui je veux être, je dois être libre. Je dois être libre de toute interférence de ce que les autres aimeraient que je sois. Et pour pouvoir vivre cette liberté de développement de son identité, je dois effectivement savoir gérer le regard des autres. Et il s'agit bien de gérer le regard des autres. Parce qu'il y aura toujours effectivement des gens qui vont exprimer leur désaccord, qui vont exprimer leur opinion. Puis ces gens, c'est sûr que si c'est un inconnu sur un trottoir, ce sera plus facile à gérer que si c'est un membre de la famille ou si c'est nos parents. Mais on doit apprendre à gérer ça, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont venir donner leur avis, il y aura toujours des personnes qui vont critiquer, toujours. Donc d'être un adulte, c'est d'être capable de gérer ça. Après, il faut aussi bien prendre conscience d'une chose, c'est que là je dis que les gens expriment leur avis et leur désaccord, ils le font bien volontiers, mais maintenant, bien souvent, les gens qui se soucient de l'opinion des autres, qui ont peur du regard des autres, en fait, ils s'inventent tout seuls des histoires dans leur tête. Parce que la vaste majorité du temps, ces gens qui souffrent en fait du regard des autres, qui sont entravés dans leur capacité à décider, à choisir librement, en fait, ils s'inventent eux-mêmes dans leur tête ce que les autres peuvent penser.
Mais la vaste majorité du temps, il n'y a personne qui vient leur dire quelque chose. C'est simplement une peur que je crée moi-même de ce que l'autre pourrait éventuellement penser dans sa tête et qu'il ne me dira jamais. C'est épuisant en fait de vivre comme ça, c'est insupportable. La plupart du temps, les gens ont peur du regard des autres, ont peur de l'opinion des autres, ont peur des avis des autres, même si en fait, il n'y aura jamais quelqu'un qui va venir leur dire quelque chose. Donc ça déjà, c'est complètement délirant. Ensuite, il peut y avoir le cas de figure où effectivement quelqu'un va venir me dire quelque chose, quelqu'un va exprimer son désaccord. Eh bien, ce moment-là, en fait, il est excellent. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, où on entraîne notre capacité à nous affirmer. Si on ne s'entraîne pas, on ne se fortifie pas. On a besoin d'entraînement pour se fortifier. On le sait au niveau physique, on va faire du sport pour se fortifier physiquement, et on l'oublie au niveau psychologique. On a besoin de faire du sport au niveau psychologique pour se fortifier psychologiquement. Et quel est le terrain de jeu pour se fortifier psychologiquement? C'est la vie de tous les jours en fait. C'est ce qui se passe dans notre quotidien, dans la réalité. Donc, si vous souffrez un petit peu de cette difficulté à vivre votre vie libre du regard des autres, le meilleur moment pour vous entraîner, c'est justement quand quelqu'un vient vous exprimer son opinion. Là, c'est le moment idéal pour en fait vous affirmer et puis vivre ce moment-là de façon la plus mûre possible. Mûr, ça veut dire de bien prendre conscience qu'il y a une activation de vos schémas de pensée qui appartiennent à l'enfance et de vous dire « Waouh, cette peur qui est en train de s'activer là, elle est immature, elle est inadaptée, elle n'est pas pratique pour maintenant. Elle a été utile dans un moment donné dans mon histoire développementale. Aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que femme mûre, elle n'est plus utile. » Je vais vous donner quelques conseils, je vais vous donner des petites techniques comme ça parce que c'est ce que je donne aux gens au cabinet. Quand ces personnes qui m'ont parlé de ça, de leur peur en fait, de l'opinion de quelqu'un d'autre, je leur donne exactement ce que je vais vous donner là comme conseil. Et puis franchement, c'est des techniques qui fonctionnent super bien. Le résultat, il est génial en fait. Franchement, j'ai des retours absolument géniaux. Et du coup, le but, c'est que vous puissiez les pratiquer. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience que cette disposition à se soucier de ce que les autres pensent, c'est quelque chose qui est naturel chez l'être humain. Il n'y a pas à combattre ça, c'est naturel. Il y a simplement à le gérer. Et la meilleure façon de le gérer, c'est justement de s'y confronter et puis d'entraîner ce muscle. De s'affirmer, d'oser prendre les décisions, puis peu importe en fait si quelqu'un est déçu ou pas content, c'est pas grave, c'est à la personne de gérer ses émotions, son mécontentement, etc. C'est pas à vous de gérer ce que la personne ressent, elle, voilà, c'est son problème. Il y a une phase encore supérieure à ça, c'est de se dire que les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. En fait, ça c'est une phase qui est succulente. Quand on se dit, non seulement je dois le gérer, mais qu'en plus ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que moi je n'aimerais pas que quelqu'un vienne me dire ce que je dois penser. J'aimerais pas que quelqu'un vienne me dire ce que je dois avoir comme opinion sur un tel. Voilà. Et de la même façon, on doit laisser les gens libres d'avoir une opinion sur nous. Parce que c'est pas grave, parce que c'est pas dangereux. C'est simplement dans leur tête ou dans leur bouche. Ce sont simplement des mots qu'ils vont évoquer. Ça ne vient pas perturber votre existence outre mesure. Il faut laisser les gens libres d'exprimer leur opinion. Si quelqu'un viendrait me dire « Moi, je trouve ridicule pour un psychologue de venir faire les vidéos que vous faites », je l'écoute. Je me sens même pas dans le besoin de lui répondre quoi que ce soit. Il est simplement en train de m'exprimer qu'il pense que c'est ridicule pour un psychologue de faire des vidéos comme je fais. Il a le droit de le penser. Qui suis-je pour l'empêcher de penser ça? Et quand en fait on en arrive à ce stade-là, en fait, réellement, c'est délicieux. Parce qu'on vit en paix. Je laisse l'autre libre de décider ce qu'il a envie de croire, de penser, c'est son problème. Et souvent les gens, quand ils me disent des choses comme ça, alors ça c'est marrant parce que les gens sont beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux d'exprimer leur opinion contradictoire ou des critiques ou des mépris. En face, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive assez rarement. Enfin, si ça m'arrive que quelqu'un vient me donner une opinion négative, dépréciative sur moi, sur qui je suis, souvent les gens en fait ils sont surpris, ils me disent mais ça te fait pas réagir, tu réponds rien, puis je dis mais j'ai rien à répondre, c'est pas une question, c'est pas une discussion, tu m'exprimes simplement ce que tu penses. Je vais pas t'empêcher de penser ce que tu penses. Donc voilà, ça c'est quelques étapes, je dirais 3 étapes si je dois décortiquer, qui vous permettent vraiment gentiment en fait de vous libérer de ça et d'avoir une vie qui est géniale. Parce que, en fait, vous savez, moi j'aime bien dire cette phrase. À trop te soucier de la vie des autres, tu finis par vivre la vie des autres. Plus, en fait, on recherche à plaire aux autres, plus on prend le risque de ne pas se plaire soi-même. Donc, c'est indispensable
indispensable pour toute personne qui a envie d'avoir une vie heureuse, épanouie, d'oser vivre sa vie, pas celle avec des interférences de ce que les autres aimeraient pour ta vie. C'est indispensable d'avoir cette gestion de l'opinion des autres. Donc je dirais, les 3 étapes, c'est premièrement comprendre que c'est normal. C'est une disposition naturelle qu'a l'être humain de se préoccuper de ce que les autres peuvent penser. C'est normal. Maintenant, il y a une différence entre les conséquences pour l'enfant, si on ne m'aime pas, et les conséquences pour l'adulte. Ensuite, de se dire, si j'ai besoin d'entraîner cette compétence, où est-ce que je l'entraîne? Sur le terrain, c'est-à-dire vraiment dans ma vie de tous les jours. Plutôt que de prendre des chemins de travers, des échappatoires, des évitements. Non, j'ose ma vie, j'ose mes opinions, j'ose mes choix, peu importe ce que l'autre en pense. Et peu importe qui est cet autre. Et au fur et à mesure que je m'entraîne, en même temps, prendre conscience que c'est succulent de laisser l'autre libre d'avoir ses opinions et de le responsabiliser. C'est son problème. Ce qu'il pense, c'est son problème. Et ça, en fait, ça fait du bien. Et ça, c'est une étape indispensable, en fait, vers une vie heureuse, épanouie, libre.